Bonjour ou bonsoir. C'est selon l'heure où vous me suivez. Alors, je vais répondre à vos questions, aux emails qui sont vraiment nombreux. 1429 mails sont dans ma messagerie, sans compter ça sur la messagerie MLTV News, sans compter ceux qui attendent sur MLTV 2018 et auxquels je dois répondre. Il faudrait bien un jour ou un autre. Parfait. Alors, pour ne pas perdre de temps, euh, une question. Avec tout le respect pour votre intelligence, votre engagement pour une Algérie indépendante, votre reconnaissance ou vos dénonciations des milieux mafieux au pouvoir en Algérie depuis 1962, pensez-vous vraiment que Saïd Bouteflika, tout comme l'autre assassin de Mohamed Boudiaf, et le génocidaire du peuple algérien, en l'occurrence de Sis Tofir, soit en prison à Blida? Je crois que vous devrez sincèrement faire une mise à jour de vos infos et de vos sources. Merci, monsieur. Alors, étant journaliste, ayant une crédibilité à défendre, je ne peux me permettre de faire les mêmes déclarations qu'un activiste qui peut se permettre de tout dire. Je suis obligé de tenir compte de la crédibilité de mes sources pour préserver la mienne, pour préserver ma crédibilité à moi. Dire que Boumarafi, vous parlez de l'assassin de Boudiaf, n'est pas en prison, que Saïd Bouteflika n'est pas en prison, que Toufik n'est pas en prison, je ne saurais jamais me le permettre pour la simple raison que si je le dis publiquement comme ça, il y a des gens qui me connaissent et qui ont une certaine crédibilité, qui m'écoutent, qui me suivent, qui sont quand même à un certain niveau. Donc je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Mes sources, monsieur, pour les mettre à jour, il faudrait que d'autres avocats remplacent ceux qui sont aujourd'hui en charge des dossiers des personnalités que vous avez citées. Parce que je ne peux pas me baser sur des oui-dire, on a dit, non. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir meilleure source qu'un avocat qui se rend à la prison, qui rencontre son client et lorsque je lui demande des nouvelles de son client, il me dit voilà ce qu'il fait. Donc, Saïd Bouteflika est bel et bien en prison. Pour ce qui est de Boumarafi, il est en prison, mais à Al-Harrach, mais je ne connais pas son avocat, parce qu'il avait comme avocat la première fois Khaled Berghel, qui est mon avocat et mon ami d'enfance, du temps où on était au lycée, lequel Khaled Berghel est l'avocat de Béchir Tartak. Khaled Borio est avocat du général Toufik. Donc, je connais tous ces avocats. Ce ne sont pas quand même des gens dont je vais mettre en doute leur bonne foi, tant plus qu'il y a une relation de confiance. Ils ne vont pas m'intoxiquer. À quoi bon vont-ils me mentir et peuvent tout simplement me dire on ne connaît rien, on ne sait rien, tout simplement. Le jour où Toufik a été à la clinique de Bouchavi, j'étais le premier à le dire. Mieux encore pour Toufik, j'ai en plus de la source qui a une crédibilité sans le moindre soupçon, c'est-à-dire l'avocat, son fils, son propre fils, et l'un des plus proches amis de son fils est ma source. Donc, monsieur, je crois que c'est à vous de vérifier vos sources. Voilà, en toute sportivité, et merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de répondre parce qu'il fallait bien poser cette question. Autre question. Salam, merci de m'expliquer pourquoi vous n'avez jamais répondu à un certain... Oh, il me cite un grade militaire. Écoutez, monsieur, c'est pas parce qu'on a un grade de commandant, de colonel, de général qu'on a un niveau, qu'on a un CV. Vous savez qu'un bidas, il peut devenir colonel ou général sans le moindre niveau et puis un inconnu. Comment voulez-vous qu'avec mon CV, et je le dis et je le répète, moi j'ai un CV de 2 pages, je suis fondateur de 5 journaux, même s'ils ont été suspendus, c'est à mon honneur. Je suis
auteur d'un best-seller, le seul à avoir dénoncé cette mafia. Où était ce bidas dont tu veux me parler et que tu trouves important? Important peut-être pour vous, mon cher ami, mais pas pour moi. Pour moi, c'est un rat d'égout comme les autres. Voilà, merci. Autre question. Bonjour, bonsoir. Pouvez-vous nous donner votre avis sur l'affaire des détenus des années 90? Les détenus des années 90, il y a entre autres Jamal Askari, dont le dossier a été pris en charge par le Haut Commissariat des droits de l'homme. Il est le plus vieux prisonnier d'Algérie. Selon ma connaissance, et selon ce que je sais du dossier de Jamal Askari, il est innocent. Et ce monsieur est aujourd'hui très malade. Sa famille sollicite la grâce présidentielle. Elle ne l'a pas obtenue encore. J'espère qu'elle l'obtiendra. C'est un fils d'un moudjahid, quand même, qui était très connu à la base de l'Est. Si ce bonhomme est coupable d'un crime, eh bien, il faut qu'il soit prouvé, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité, et ça je parle en connaissance de cause, la majorité des gens qui ont été condamnés dans les années 90 l'ont été injustement. Je vous cite un cas, tout simple. L'universitaire et chercheur Ali Ben Saad, qui vit aujourd'hui en France, a été condamné à mort par contumace pour terrorisme. Alors que le bonhomme, il n'a rien d'un terroriste. C'était un militant progressiste. Voyez-vous? Donc, les détenus des années 90, aussi ceux qui ont été déportés dans les camps du Sud, je trouve que cela est inhumain et injuste, parce que si quelqu'un a adhéré à un parti politique reconnu par le pouvoir en place, on n'a pas à l'emmener à le déporter dans les camps du Sud, parce qu'il a été élu par le peuple. Bon, tout ce qui a été fait pendant les années 90, c'est l'œuvre d'une mafia que j'ai largement dénoncée dans mon livre, au moment où tout le monde se taisait. Voilà, merci. Bonjour monsieur Chanaboud, permettez-moi de vous adresser la lettre que vous trouverez jointe au présent message, dans laquelle je vous prie de bien vouloir nous parler, nous donner votre avis sur un personnage des plus serviles qui a toujours servi la mafia au détriment des agriculteurs de l'Algérie, mais qui, depuis le début de la révolution pacifique, il fait le mort pour se faire oublier. Il s'agit de Mohamed Alioui, le président de l'Union nationale des paysans algériens. Bon, ce personnage, cher ami, il fait partie de tous ces larbins, des organisations satellites du pouvoir. Donc, ils se comptent par dizaines, par centaines. Ces gens se comptent par centaines. Ils sont nombreux à échapper aux mailles du filet, parce qu'après tout, vous savez, aujourd'hui, ils sont en train de régler des comptes entre eux, parce que sinon, ce monsieur, Mohamed Alioui, il a bouffé, il doit payer, il doit passer à la caisse, mais il ne passe pas, c'est tout comme Sidi Saïd Al-Majid, comme beaucoup d'autres qui ne sont pas en train de payer, qui ont bouffé, comme je prends le député Jamal Bourras. Le bonhomme, il a fait des siennes, il a mangé. Voilà, personne ne demande après lui. Je prends le député de Sogaras ou d'Alger, je ne sais plus de quelle région il est, c'est l'Aribi. Eh bien, il en a bouffé, le monsieur. Personne ne parle de lui. Mohamed Boufarraj, personne ne parle de lui. Mais écoutez, vous savez, si on vient à passer au tamis tous ces larbins et tous ces zélés du pouvoir, si on veut aller passer, ben, il y a de quoi remplir 4 camps du Sud. Ceux qui ont été envoyés dans les années 90, ils étaient 10, 18 000, ben, nous avons au minimum 10 à 18 000 sinistres individus à mettre dans ces camps, et ceux-là, ils méritent bien, parce qu'ils ont volé, ils ont pillé, hein, et ils ont mis à genoux l'Algérie et son peuple. Voilà.
Une question m'intrigue, je voudrais que vous essayiez de nous en parler dans la mesure du possible. Pourquoi les enquêtes diligentées sur la corruption sont toutes traitées par la gendarmerie nationale et on ne voit nulle trace de la police dont elle est prioritaire? Normalement, elle possède en son sein des compétences sinon plus importantes que la gendarmerie. Excellente question, une question pertinente, effectivement, parce que les enquêtes économiques doivent faire l'objet, c'est-à-dire doivent être confiées à des enquêteurs qui connaissent bien l'économie, qui connaissent bien les lois. Et vous savez, je dis, on confie ça à des sergents, à des sous-officiers, des officiers qui n'ont aucune notion économique, qui vous posent des questions comme si on les posait à n'importe quel délinquant. Alors ça, d'une part. D'autre part, dans les pays qui se respectent, c'est la justice qui mène l'enquête, ni la police ni la gendarmerie. Et encore, en Algérie, en 2010, Bouteflika avait confié tout le dossier de la corruption au DRS. Pourquoi le DRS? À l'époque, la chaîne de télévision marocaine Medi 1 m'avait invité justement parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et le sujet du débat auquel j'ai été invité, pourquoi c'est le DRS qui se charge des enquêtes contre la corruption? Ma réponse était simple, était claire. Étant donné que la corruption, comme partout dans les pays arabes, a commencé par le Maroc jusqu'au dernier des pays arabes en Arabie Saoudite, la corruption a fait des racines, s'est enraciné dans tous les secteurs. En Algérie, il y a un corps qui s'appelle Service de sécurité et de renseignement qui a hérité d'un état d'esprit anticorruption. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours une brigade économique au sein des services et aussi il y avait, je parle des années 90, 80 plutôt, 80, 70, 90 c'est terminé. À l'époque, si un officier des services, ce qu'on appelait à l'époque la sécurité militaire, se faisait attraper par le commandement de la DCSM pour avoir obtenu un logement, un fonds de commerce, un lot de terrain, il est automatiquement radié. Il est automatiquement radié. Pourquoi? Parce que cela s'appelle de la corruption. Et il ne faudrait pas qu'un officier des renseignements soit corrompu. Et d'ailleurs, il y avait une règle, c'est-à-dire quand un officier des services se déplace, ça les gens ne le savent pas, moi je vous donne des trucs, quand un officier se déplace à l'étranger, il a ses frais de mission. Le responsable financier des services, sur ordre du général Lekhal, moi j'ai connu le général Lekhal à l'époque, donnait une enveloppe avec un pécule supplémentaire à l'officier pour qu'il ne tombe pas dans les tentations. Voilà, parce que les frais de mission, ce n'est pas quelque chose de très suffisant pour un officier. On ne sait jamais, pour éviter toute tentation, eh bien, voilà, tu as une enveloppe. Moralement, même si dans cette enveloppe, il n'y a pas grand-chose, mais moralement, c'est de la prévention. C'est beaucoup plus moral que financier. On te donne une enveloppe avec un petit pécule qui finalement ne va pas t'enrichir, mais moralement, tu te dis, ah tiens, on m'a donné encore un plus. Alors, c'est cette culture contre la corruption qui a fait que Bouteflika avait confié cette mission au service de sécurité, au DRS. Malheureusement, cette culture a disparu. Et le premier qui devait veiller
sur la sauvegarde de cet esprit, c'était le général Tawfiq. Or, il était le premier à encourager la corruption, à encourager les corrupteurs, et c'était lui qui préservait les corrompus et les corrupteurs. C'était lui, en apprenant que Saïdani, Ammar Saïdani, s'était payé un logement à 600 000 € en France, il s'était fermé la bouche. Et puis il y avait d'autres. Quand on vient dire à ce fameux Arbedzaïr, hein, on vous dit Tawfiq, on vient, Cheikh Ibn Khalil demande à ce que le général Tawfiq retire l'officier de sécurité chargé du dossier de la sécurité au niveau de son attaque. On demande ce qu'on retire, Tawfiq le retire sans broncher, sans dire mot. On lui demande de retirer l'officier de sécurité qui est attaché, qui est détaché au ministère de l'énergie. Tawfiq le retire et il se la ferme. Voilà l'Arb Zahir. Les gens qui vous disent Tawfiq, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas comment il fonctionne ce monsieur. Donc, depuis, le DRS et les services de sécurité de renseignement, au lieu de sévir contre la corruption, ils sont devenus des corrompus et des protecteurs des corrupteurs et des corrompus. Et il y avait même des officiers qui sont enrichis, justement, entre autres, l'ancien directeur de la sécurité intérieure, Ahmed Kharfi, qu'on appelait Ahmed le Poquelin, tellement il en prenait. Et il a vécu de toute façon, au crochet de Ali Haddad. Il a fait fortune au crochet de Ali Haddad. Voilà, j'espère vous avoir répondu avec franchise, mon cher ami. Merci pour vos questions et à un autre enregistrement. Au revoir.